Ceci est la deuxième partie de l'épisode 100%. Je vous encourage à aller écouter le premier épisode pour comprendre celui-ci. Bonne écoute. Une ombre s'étend sur le trou et le corps de sa mère. Elliot se retourne lentement. Son père est là. Il tient la hache à la main. Il ne sourit plus. Je t'avais dit de ne jamais toucher au potager, Elliot. Elliot est tétanisé, au bord du trou. Son père ne le menace pas tout de suite. Il a l'air presque soulagé d'en parler. Il caresse le manche de sa hache avec le pouce. Elle boitait, Elliot. Tu t'en souviens? Sa voix est calme. Sa jambe traînait. Elle ne pouvait plus porter de lourdes charges. Elle mangeait, mais elle ne rapportait rien. C'était une bouche inutile. Et l'hiver arrivait. Il crache par terre près du corps de sa femme. Et puis, elle allait souvent là-bas, vers la forêt. Elle disait qu'elle cherchait des herbes, mais je sais qu'elle le voyait. Lui, le voleur, l'abomination. Il pointe la hache vers Elliot. Ce monstre nous vole tout, nos bêtes, et il a volé la tête de ta mère bien avant que je ne lui la coupe. Le garçon sent les larmes gelées sur ses joues, et la rage commence à remplacer la peur. Le père s'avance d'un pas. La neige crisse. Tu es jeune, tu es sentimental, mais tu vas comprendre. On fait ce qu'on doit faire pour survivre. C'est elle ou nous, c'est les faibles ou les forts. Tu comprends ça, Elliot? Elliot serre les poings. Non. Le visage du père se durcit. La lueur de folie s'éteint pour laisser place à une froide résolution. C'est dommage. Il lève légèrement la hache. Dans ce cas, tu ne diras rien, n'est-ce pas? Elliot ne répond pas. Il se lève aussitôt et court sans réfléchir. Il fonce vers les arbres, là où se trouve le brouillard épais de l'hiver. Elliot! Reviens ici! C'est une véritable chasse. Elliot est plus léger, mais la neige est profonde. Il trébuche et se rattrape aux branches. Son père est derrière. Il grogne comme une bête. Elliot sent le souffle de son père se rapprocher. Le garçon court à perdre haleine. Il ne pense qu'à une seule chose, fuir celui qui le traque comme une proie. Il arrive dans une petite clairière. Son pied accroche une racine et il trébuche. Encore une fois. Il essaie de ramper, mais une botte s'écrase sur son mollet. Il hurle. Son père est au-dessus de lui. Immense, la hache levée vers le ciel noir. T'es aussi maladroit qu'elle. Je t'aimais bien, gamin, vraiment. Mais tu me laisses pas le choix. La hache commence à descendre. Elliot ferme les yeux. Le père s'arrête aussitôt, hache en l'air, cherchant du regard l'origine de ce bruit autour de lui. Mais une main surgit de la brume, une main large comme une pelle, couverte de poils et de terre. Elle se referme sur le poignet du père. Le cri du père est strident. La hache tombe mollement dans la neige. Le géant est là. Il ne regarde même pas le père qui se tord de douleur à genoux, tenant son poignet en miettes. L'homme des bois se baisse. Il ramasse la hache. Le père recule en rampant, pleurnichant comme un enfant. Non, 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 pitié, pitié. Le géant ne frappe pas. Il se tourne vers Elliot. Il le soulève de terre avec une douceur infinie, comme s'il ramassait un oisillon tombé du nid. Et il le plaque contre son torse immense qui sent la résine et la fumée. Il se détourne du père et il part. Il s'enfonce dans la forêt, emportant le garçon avec lui. Derrière eux, dans la nuit, il ne reste que les gémissements du père, seul, avec sa douleur et sa haine. L'hiver s'est abattu sur la montagne avec une violence que même les anciens du village n'avaient jamais connue, isolant le chalet du reste du monde, derrière un mur de neige infranchissable. Pour Elliot, ce n'était plus une prison, mais une forteresse. Ce n'était pas la grotte humide qu'il avait imaginée dans ses cauchemars, mais une véritable maison. Une bâtisse faite de troncs entiers que le géant avait assemblés lui-même, force de la nature, pliant la nature à sa volonté. Il a fallu du temps à Elliot pour apprivoiser cet espace et son hôte. Au début, il observait en silence cet immense corps couvert de cicatrices se déplacer avec une douceur déconcertante au milieu de ses bêtes. Ces fameux moutons volés n'étaient pas du bétail pour lui, mais des compagnons d'infortune, de vieilles bêtes aveugles ou boiteuses que le village avait condamnées et que lui avait sauvées, à sa manière. Un soir, alors qu'une tempête secouait la charpente,
Elliot a brisé la glace, cherchant à comprendre l'incompréhensible. Pourquoi tu ne les manges pas? On a faim? Le géant épluchait une racine tordue avec un petit couteau. Il a levé les yeux vers Elliot. Pas tuer. Jamais. Mais comment tu survis? Ça fait combien de temps? Le géant a levé 2 fois ses 2 mains. 20 ans. Il a commencé à parler. C'était difficile. Les mots semblaient rouillés, comme des outils trop peu utilisés. 8 ans. J'avais 8 ans. Quand tu es parti? Quand chassé. Le géant a désigné son propre corps, ses bras trop longs, son dos voûté. Trop grand. Trop fin. Famille pauvre. Il a mimé une porte qu'on claque. Dehors. Elliot a senti une boule dans sa gorge. Il imaginait l'enfant de 8 ans, déjà immense, jeté dans la neige parce qu'il était une bouche de trop. Il faut croire que la survie passe avant toute chose dans ce village des montagnes. Seul. Froid. Bête. On chauffait moi. Alors moi, promis, pas tuer bête. Manger terre. Manger camp, bête d'or. Pour toujours. C'était donc le pacte que s'était fait à lui-même cet enfant innocent qui vivait dans ce corps de géant. Il ne prenait que ce que la mort lui donnait. Il ne volait pas la vie. Il cultivait des racines sous la neige. Il connaissait les écorces, les champignons, les secrets que les hommes du village ignoraient, trop occupés à chasser. Elliot ne voyait plus le monstre des bois en face de lui. Il voyait le gardien de la forêt. Un être qui refusait qu'on fasse du mal à toute forme de vie. Le lien s'est véritablement tissé une nuit où le toit de l'étable a cédé sous le poids de la neige. Un craquement sinistre a réveillé Elliot. Le géant était déjà debout, se ruant dehors dans le blizzard, torse nu. Elliot l'a suivi, luttant contre le vent qui voulait le mettre à terre. Une poutre avait coincé une des brebis. Le géant soutenait la charpente de ses propres épaules, hurlant sous l'effort, ses muscles saillants comme des câbles d'acier pour empêcher le toit d'écraser l'animal. Prends-la, A-t-il rugi. Une phrase courte, mais complète et claire, poussée par l'urgence. Elliot s'est glissé sous la structure instable, rampant dans la paille glacée pour tirer la brebis. Il avait peur, mais en levant les yeux, il a vu le visage du géant, tordu par l'effort, qui le protégeait de sa propre masse. Une fois l'animal en sécurité, le géant a lâché prise et la poutre s'est écrasée lourdement, le blessant à la jambe. C'est Elliot qui l'a aidé à rentrer. C'est Elliot qui, pour la première fois, a inversé les rôles en nettoyant la plaie de cet homme invulnérable, appliquant de la sève comme le géant le lui avait montré. Ce soir-là, il n'y avait plus de monstres ni d'enfants. Il y avait 2 frères d'armes. Quelques jours plus tard, alors qu'il partageait une soupe de racines, le géant s'est levé et est allé chercher quelque chose de précieux caché dans une peau de loup. Un vieux livre abîmé et une petite figurine en bois. Il l'a tendu à Elliot. Elle? Maman? Le géant a hoché la tête. Un sourire triste a fendillé sa barbe mal taillée. elle venait. Pourquoi? Apprendre. Il a tapoté sa bouche. Parler. Mots. Elle gentille. Elle cassée aussi. Jambes. Mal. Moi grand. Le garçon a caressé le livre. Et il a compris. Sa mère ne venait pas voir un monstre. Elle venait voir un enfant qui avait grandi tout seul. Elle venait lui donner tout ce que le village lui avait refusé. Une voix, un compagnon. Elle lui apprenait à lire, à parler, des choses simples qu'il avait oubliées en 20 années, condamné à vivre seul. C'était leur secret, un refuge pour 2 âmes rejetées. Elliot écoutait, la gorge nouée, réalisant que la véritable monstruosité n'était pas ici, dans ce corps déformé, mais en bas, dans la vallée, là où on abandonne ses propres enfants. Les jours passèrent, les 2 êtres se liaient d'amitié. Elliot lui racontait la vie difficile à la maison. Le géant, lui, lui racontait comment il avait bâti seul cette cabane et survécu tout ce temps. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Il y avait tant de bois dans cette cabane que l'hiver n'avait pas paru si rude au jeune garçon. Mais ce qui l'avait surtout réchauffé, c'était la chaleur d'un véritable foyer. Elliot a grandi, nourri par la viande des bêtes mortes naturellement et par l'amour maladroit de ce géant. Il a appris à lire la forêt, à écouter le vent, et surtout à manier la hache. Ses bras étaient durcis,
Son dos s'était redressé. La soupe de racines et la viande des bêtes l'avaient rendu fort, robuste. Il n'avait jamais autant mangé de sa vie que durant les mois qui s'étaient écoulés. Il n'était plus le jeune garçon chétif qui tremblait devant son père. Le soir, il restait assis devant le feu, sans parler. Le géant sculptait du bois. Elliot lisait le livre de sa mère. C'était une paix qu'il n'avait jamais connue et à laquelle il ne voulait plus renoncer. Un soir, le géant le regarda avec une tendresse qu'Elliot n'avait connue que dans les yeux de sa mère. Le grand homme le pointa de son immense index et dit « Comme frère. » Elliot sourit. C'est vrai qu'il n'était pas si vieux. Il acquiesça d'un oui de la tête et rigola. Non pas pour se moquer, mais comme une joie trop immense qu'il n'arrivait pas à contenir. Puis le géant se mit à rire à son tour. Un matin, l'air s'est radouci. La neige a commencé à fondre sur le toit, libérant le chemin vers la vallée. Le géant est sorti sur le perron, humant l'air. Il ne souriait pas cette fois. Il s'est tourné vers Elliot, une tristesse infinie dans le regard, comme s'il savait que leur parenthèse enchantée touchait à sa fin. Il a posé sa main sur l'épaule d'Elliot. « Ça fond. » a-t-il simplement dit. Elliot comprit alors l'air inquiet de l'homme. En bas, dans la vallée, la haine avait eu tout l'hiver pour fermenter, et le chemin était désormais ouvert. Le printemps s'était installé. La neige a reculé, laissant apparaître l'herbe grasse. Pendant quelques semaines, le monde d'en bas a semblé oublier le monde d'en haut. Elliot et le géant vivaient une parenthèse hors du temps. Ils réparaient le toit, ils s'occupaient des nouveaux agneaux nés au chaud. Elliot riait. Le géant souriait. Ce matin-là, Elliot rangeait le bois près de la cheminée. Le géant était près de la porte. Il regardait dehors. Soudain, il s'est figé. Son dos immense s'est raidi et il a grogné, comme une montagne qui sent le tremblement de terre arriver. Le géant n'a pas bougé. Il n'a pas pris sa hache. Il a simplement ouvert la porte. Sur le seuil, il y a son père. Il est seul devant la porte, mais derrière lui, à la lisière des arbres, on distingue 2 ou 3 ombres, les villageois. Ils sont restés en retrait, n'osant pas approcher la bête, laissant le père Courage faire le travail. Le père lève la tête. Il doit lever les yeux très haut pour croiser le regard du géant. Elliot, caché derrière une poutre, voit le profil de son père. Il ne semble pas effrayé. Il semble dégoûté. Mais il sent le danger. Alors le jeune homme s'approche. Le père tient son fusil, le canon pointé vers le sol, à 2 ou 3 mètres du géant, hors de sa portée. Le géant ne bouge pas. Ses mains, capables de broyer un ours, pendent le long de son corps. Il regarde le petit homme en face de lui, et dans ses yeux, la lueur du gardien de la forêt s'éteint pour laisser place à celle de l'enfant de 8 ans qu'on a jeté dehors. Les premières paroles ont été celles du père. Il crache au sol sur les bottes de fourrure du géant. T'as pas changé. Toujours aussi laid. Le géant se recroqueville légèrement, comme un réflexe. Tu as volé mon fils. Tu prends tout ce qui est à moi. Le grand homme secoue la tête, lentement. Il tend une main ouverte, paume vers le ciel. Un geste de paix. Le père lève brusquement le fusil. Elliot saute devant le géant. Le jeune homme hurle. Le corps du géant s'écroule en arrière, dans l'entrée du chalet. Il ne bouge plus. Le père enjambe le corps du gardien qui n'a désormais plus de tête. Il entre dans la maison, la fumée du canon flottant autour de lui. Le père regarde Elliot, qui est tombé à genoux près du corps du gardien. Il recharge son fusil, calmement, lentement. Il a l'air satisfait, comme s'il venait de réparer une vieille erreur. Allez, lève-toi, Elliot. On rentre. Il donne un petit coup de pied dans la main inerte du géant. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas s'approcher des monstres. Elliot ne se lève pas tout de suite. Sa main touche la hache du géant. Elle est là, posée contre le mur, lourde, froide, tranchante. Le père tourne le dos pour faire signe aux villageois d'approcher pour piller. Venez, servez-vous, il y a de la viande pour tout le monde. Elliot ne respire plus. Le monde s'est arrêté au moment où le corps du géant a touché le sol. Dans ses oreilles, ce n'est pas le cri des villageois qu'il entend. C'est une voix grave, douce. Comme frère. Il regarde le corps sans vie et sans tête de celui qui lui a appris à vivre en paix et avec harmonie dans cette montagne hostile. Celui qui lui a appris à se débrouiller seul. Celui qui a retenu un toit pour le sauver. Le plus humain des êtres humains de cette montagne. Et il regarde les hommes qui entrent. Il rit. Regardez la taille de la bête.
On va se faire des manteaux pour l'hiver. Coupe les pattes d'abord, on pourra pas le traîner entier. Son cœur se met à battre si fort qu'il n'entend bientôt plus que ses battements. Une chaleur blanche, insupportable, envahit le ventre d'Elliot. Un sentiment qu'il n'a jamais connu auparavant le submerge de tout son être. Ce n'est pas juste de la colère, c'est de la haine pure. Une haine contre ces hommes, contre leur avidité, contre leur lâcheté. Ils lui ont pris sa mère, ils lui ont pris son frère. Ils ont pris la seule chose pure qui existait dans ce monde pourri jusqu'à l'os. Elliot pose la main sur la hache du géant. Elle vibre encore du souvenir de son propriétaire. Elle est lourde de justice. Jamais elle ne lui a paru aussi légère. Elliot se relève. Il ne se sent plus petit. Il a l'impression que l'esprit du géant vient de couler dans ses veines. Il est immense. Le premier villageois s'approche avec son couteau. Pousse-toi, gamin, laisse faire les hommes. Elliot le regarde. Pas tuer. Jamais. Avait dit le géant. Mais le géant est mort, et son humanité est morte avec lui. Aujourd'hui, Elliot ne croit plus en la pitié, il ne croit plus en l'homme. Ce n'est pas un coup de combattant qui tranche l'homme en deux, c'est un coup de bûcheron, un coup de roi. Net, le villageois n'est plus que du bois mort. Le rire des autres s'étrangle, le silence tombe, absolu. Seul le souffle d'Elliot, celui d'une bête enragée, se fait entendre. Le deuxième homme recule, terrifié. Qu'est-ce que c'est? C'est impossible. C'est un démon. Elliot avance. Il pleure, mais son visage est de pierre. Vous n'êtes que des parasites. L'homme sort un couteau, mais Elliot a l'avantage. La hache est bien plus grande. Il revoit son frère soulever la poutre. Il sent la force dans ses bras. Il frappe. Un deuxième corps tombe en deux parties. Le troisième hurle et tente de fuir. Elliot le rattrape par le col. Il a la force d'un ours. Il le projette contre le mur de bois et lui tranche la tête d'un seul coup. Il ne reste plus que le père dans cette cabane. Il est au fond de la pièce, acculé contre la table où ils ont partagé tant de repas silencieux. Il tremble, il essaye de recharger son fusil, mais ses doigts glissent. Elliot s'approche. Il est couvert de sang, mais celui qu'il veut faire couler est celui de l'homme qui a tué son frère. Le père lâche le fusil. Il lève les mains. Il est pathétique, minuscule. Elliot, écoute-moi. Je suis ton père. Elliot s'arrête. La hache ruisselle de sang sur le plancher. Non, tu n'es rien. Tu trembles comme une feuille. J'avais pas le choix. Tu comprends? On allait mourir de faim. C'était lui ou nous. Je l'ai fait pour te sauver. Elliot lève la hache. Haut, très haut. Il ne tremble pas. Il ne doute plus. Il regarde cet homme qui partage son ADN. Le père a versé le sang du premier fils. Le second fils versera le sang du père. La dette est mathématique. La certitude est totale. 100%. On a toujours le choix. Il marque une pause, ses yeux plantés dans ceux de son père, comme s'il hésitait l'espace d'une seconde. Et tu as fait le mauvais. Non! Dehors, il reste un jeune villageois, resté en retrait. Il est pétrifié. Elliot le regarde d'un regard plus blanc que neige, vide. L'enfant du jeune fermier est devenu plus froid et impitoyable que l'hiver lui-même. Il pointe la vallée du doigt. Dis-leur que l'homme est mort ici et que le monstre est né. Quiconque dépassera la lisière en paiera le prix. Sa voix est brisée, mais elle porte comme le tonnerre. Le jeune homme s'enfuit en courant, trébuchant dans la neige fondue. Elliot reste seul. Il regarde le ciel. Il regarde la maison que son frère a bâtie. Il ne redescendra jamais. Le lendemain, la tête de l'homme qui l'avait tranché fut retrouvée à la lisière de la forêt, comme un avertissement. On dit qu'il a enterré son frère et son père dans le jardin. L'un avec des larmes, l'autre sans un mot. Là-haut, il est devenu l'ombre, la légende qui interdit à quiconque de franchir les bois. Il a pris la place qu'on lui avait préparée. Il a rejeté les hommes pour protéger les bêtes. Il est devenu le démon de la forêt. On dit que, depuis, tous les jours résonne le bruit de sa hache, qui continue de fendre le bois. Jusqu'au jour où les bruits ont cessé. Jamais son corps n'a été retrouvé. Personne ne sait s'il est mort de solitude, de chagrin ou de faim.
J'espère que cette histoire vous aura plu. Je voulais marquer le coup pour ce 50e épisode. Il a demandé beaucoup de temps pour être réalisé. Et pour cause, les 3 musiques faites à la guitare acoustique, dont celle que vous écoutez en ce moment, ont été réalisées pour cet épisode par l'artiste hyper talentueux nommé De Mesure. Je vous mets tous ses réseaux en description ainsi que son SoundCloud. Pour être franc, il a insisté lourdement pour ne recevoir aucune contrepartie monétaire, alors allez lui donner un maximum de force s'il vous plaît. Il le mérite. C'est un régal de pouvoir collaborer avec des artistes de milieux différents du mien, surtout quand ils sont aussi talentueux. Alors cet épisode se voulait un peu plus thriller qu'horrifique, et je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais sans cette liberté artistique, je me lasserai. C'était le 50e épisode de la chaîne. Je ne sais pas combien de temps Chroniques étranges vivra, peut-être que nous sommes à la moitié du chemin, peut-être plus, peut-être moins. Mais ce qui est sûr, c'est que je vois vos commentaires, et ça me motive à un point que vous n'imaginez même pas. Pour être totalement transparent, selon les statistiques Spotify, la durée moyenne d'écoute par auditeur est d'1h45. Alors voilà, en vrai, ça me prouve à quel point j'ai de la chance d'être écouté par des personnes passionnées qui poussent ce podcast vers le haut. Alors encore une fois, 1000 merci. Ça peut paraître super bateau, mais sans vous, il n'y a pas de Chroniques étranges. En échange, je vous promets de continuer à donner le meilleur de moi-même le plus longtemps possible. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous osez revenir. Chaque épisode me demande des dizaines d'heures de travail en dehors de mon activité salariée. Et les revenus publicitaires couvrent à peine les frais structurels du podcast. C'est pourquoi j'ai créé un petit abonnement qui vous permettrait de soutenir la chaîne. Pour moins de 3€ par mois, il vous permet d'avoir accès à tous les épisodes sans pub, en son haute définition et en avant-première, la veille de leur sortie. C'est ce qui va permettre aux Chroniques étranges d'exister. Alors merci infiniment pour votre soutien. Abonnez ou non.